C'est chaud sur Trump. Le Pentagone demande 200 milliards de dollars pour continuer la guerre contre l'Iran. Le 18 mars 2026, dans le contexte de la guerre ouverte contre l'Iran, le département de la défense des États-Unis a adressé à la Maison-Blanche la demande de financement en urgence de cette rallonge budgétaire colossale. Plus de 200 milliards de dollars, je répète le prix, en plus du budget militaire déjà voté de 838,7 milliards de dollars pour l'année 2026. Autrement dit, ça représente presque un quart du budget annuel de la première armée du monde en urgence, après seulement un mois de guerre. Je ne sais pas si vous réalisez, après, c'est même moins d'un mois de guerre. Si c'est validé, ça va faire un total de 1038 milliards de dollars, alors que nous ne sommes qu'en mars 2026. L'année sera coûteuse. Cette somme de plus de 200 milliards de dollars a officiellement pour but de réapprovisionner en munitions et en missiles les stocks déjà largement entamés, de financer les opérations futures au-delà des prévisions initiales et bien sûr de prendre en compte les frais déjà engagés depuis le début de la guerre. Le secrétaire à la défense Peter Hegseth, nommé par Donald Trump, n'a même pas masqué la réalité lorsqu'il a déclaré publiquement, je cite, « Ça coûte de l'argent de tuer les méchants ». Fin de citation. Mais pour que cela se produise, il faut que le pays accepte de verser 200 milliards de dollars. Rien de plus facile. Hier soir, un rapport a révélé que le Pentagone avait demandé à la Maison-Blanche 200 milliards de dollars supplémentaires pour la guerre contre l'Iran. Pouvez-vous le confirmer? Et pouvez-vous expliquer pourquoi un tel montant est nécessaire? En ce qui concerne les 200 milliards de dollars, je pense que ce chiffre pourrait évoluer, évidemment. Il faut de l'argent pour tuer les méchants. Nous allons donc retourner devant le Congrès et nos collaborateurs pour nous assurer que nous sommes correctement financés pour ce qui a été fait, pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir. Nous allons nous assurer que nos munitions sont toutes rechargées. Même dans le camp de Trump, il y a des gars qui ont secoué la tête. Non, c'était pas automatique. Son propre parti, les Républicains, qui contrôlent pourtant le pouvoir, commence à hésiter et fortement. Certains élus, très stricts sur les finances publiques, refusent d'augmenter encore la dette du pays. Pour eux, dépenser des centaines de milliards de plus, c'est dangereux. D'autres, notamment un groupe très influent appelé le Freedom Caucus, vont encore plus loin parce qu'ils dénoncent un système où l'argent des citoyens sert à financer une énorme machine militaire, le complexe militaro-industriel, sans réel contrôle. Donc ça va dans l'argent des industriels et de certains. Et maintenant, il y a ceux qui disent d'accord pour les dépenses, mais il faut couper ailleurs. Donc, ils ne vont pas financer la guerre avec un nouvel argent. Ils vont réduire le budget d'autres secteurs pour pouvoir donner cet argent-là. Derrière ces 200 milliards de dollars, il y a déjà une guerre qui coûte extrêmement cher. Dès la première semaine de la guerre contre l'Iran, plus de 11,3 milliards de dollars ont été dépensés. Et en quelques jours à peine. Entre les missiles de croisière, les bombes guidées, les systèmes de défense, les déploiements navals et aériens, l'argent, ça se brûle très vite. Et après environ 25 jours de conflit, les dépenses directes de la guerre s'élèvent déjà à 22 milliards de dollars, avec un rythme moyen d'1 milliard de dollars de dépenses chaque jour. Et on ne compte pas les coûts indirects de la guerre tels que la logistique alliée, l'aide militaire à Israël, l'impact sur l'économie globale de la guerre, ni même les conséquences à long terme de la dette américaine elle-même. Cette guerre, même dans sa phase initiale, consomme des ressources à un rythme comparable aux moments les plus intenses de la guerre en Irak et en Afghanistan. Genre, pour que vous réalisiez la comparaison. Vous voyez les moments les plus intenses de l'Irak et l'Afghanistan, non? C'était au début de cette guerre contre l'Iran. Et pourtant, officiellement, il ne s'agit que d'une campagne aérienne et navale, sans troupes au sol. Si la guerre sans occupation de territoire coûte déjà près d'1 milliard de dollars par jour, combien ça va coûter s'il y a une intervention au sol? En plus, dans un pays aussi compliqué que l'Iran. Et surtout, combien de temps est-ce que cela va durer? Comprenez que tout est financé par la dette. Tout. Chaque dollar dépensé aujourd'hui sera un dollar emprunté. Et si cette rallonge de 200 milliards de dollars est validée, elle viendra directement s'ajouter au déficit fédéral américain. Les analystes parlent déjà d'une hausse des taux d'intérêt, d'une pression accrue sur le dollar et d'un risque d'inflation accentué par pression sur les prix du pétrole. L'histoire se répète. Les guerres américaines ont toujours commencé de la même façon, de cette façon-là. Elles ont toutes commencé comme des opérations rapides, propres et maîtrisées. Elles ont toutes commencé comme des opérations de routine. Elles ont toutes fini comme des guerres d'usure. Et elles ont toutes fini comme des guerres de dette.
toutes. L'Irak, l'Afghanistan, l'opération était la même. Les estimations des coûts étaient très faibles et l'explosion budgétaire sur plusieurs années, jusqu'à des trillions de dollars, était inévitable par la suite. Et aujourd'hui, après seulement 25 jours, les États-Unis sont déjà en train de préparer un budget de guerre qui s'inscrit parfaitement dans cette logique de durée. C'est un signal que la guerre n'est pas finie. C'est un signal que les stocks sont déjà entamés. C'est un signal que le Pentagone n'a pas confiance à la fin rapide de cette guerre. Et surtout, c'est un signal que la réalité sur le terrain dépasse de très loin les discours et les campagnes politiques de Trump. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, allez faire un tour sur Holacraft. C'est notre plateforme de formation dédiée au métier du numérique. Dessins animés, montage, YouTube, programmation, et on ajoute régulièrement du contenu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, le paiement mobile, carte bancaire, Google Pay et Apple Pay est disponible. Et pour les curieux, ma chaîne secondaire Archives du Monde est lancée. Les liens sont en description et en commentaire épinglés. Revenons au sujet. Pour comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis demandent aujourd'hui 200 milliards de dollars, il faut revenir au point de départ, le 28 février 2026. Les États-Unis et Israël lancent une opération militaire massive contre l'Iran. Ok. En moins de 12 heures, près de 900 frappes aériennes sont menées simultanément contre l'Iran. Les cibles sont des installations nucléaires, la défense aérienne, les infrastructures militaires, les centres de commandement et surtout la direction même du régime iranien. Le résultat est immédiat et historique. Le guide suprême Ali Khamenei est tué ainsi que des dizaines d'autres responsables et certains membres de sa famille. C'est un choc stratégique majeur sur le coup. L'annonce est terrible. Une tentative de décapitation du régime, voilà ce que c'était. Mais ce que cette stratégie a sous-estimé, c'est la nature même du système iranien. Parce que contrairement à une armée classique, l'Iran fonctionne en profondeur, en réseau, avec des capacités dispersées, des chaînes de commandement redondantes et une doctrine construite précisément pour survivre à ce type de frappe. Oui, des frappes de décapitation. Et la réponse ne s'est pas faite attendre, parce que très rapidement, l'Iran riposte. Des centaines de missiles balistiques et des drones sont lancés. Les frappes visent Israël, le Liban, l'Irak, mais aussi des positions américaines dans le Golfe. Et surtout, un événement marque un tournant. C'est une tentative d'attaque sur la base stratégique américano-britannique de Diego Garcia le 21 mars 2026. Une base clé située au cœur de l'océan Indien, essentielle pour la projection de la puissance américaine. Le régime iranien a donc lancé des missiles en direction de la base américano-britannique de Diego Garcia. Elle est très loin de l'Iran, c'est dans l'océan Indien et c'est inédit, Siavosh. C'est la première fois que le régime lance des missiles aussi loin. Absolument, c'est vraiment une escalade de plus dans ce conflit, puisque la base de Diego Garcia, une base américaine et britannique, elle se trouve à quelques 4000 kilomètres des côtes iraniennes. Donc les missiles qui sont partis, deux missiles qui sont partis pour toucher cette base, ont été envoyés depuis le territoire iranien, peut-être à une distance de 4500 kilomètres. Jusque-là, les Iraniens affirmaient que la portée de leur missile était maintenu à 2000 km et c'est la première fois que des cibles américaines et britanniques sont visées à plus de 4500 km du territoire iranien. Ce qui veut dire que l'Iran passe au stade supérieur. L'Iran n'a plus de limite dans la portée de ces missiles. Des missiles qui peuvent par exemple atteindre tout le territoire des pays européens également, puisque 4500 km, c'est vraiment des missiles peuvent être lancés jusqu'en France. Le 20 mars, l'Iran a lancé 2 missiles balistiques à longue portée depuis son territoire en direction de la base militaire conjointe Usuka de Diego Garcia dans l'océan Indien à environ 4000 km à environ 4 heures. Le premier missile a subi un dysfonctionnement en plein vol et n'a pas atteint sa cible. Le second a été détecté et intercepté avec succès par un navire de guerre de la marine américaine utilisant un système de défense antimissile SM-3. On parle d'un conflit régional qui s'étend, une guerre qui touche des routes maritimes, les alliances, les équilibres énergétiques mondiaux. Les 2 premiers jours à eux seuls consomment environ 5,6 milliards de dollars en armement avancé. 5,6 milliards. Missiles de croisière, bombes guidées, frappes de précision. Tout est utilisé à un rythme intensif. Parce qu'ils voulaient faire samedi, dimanche, lundi, c'est bon, c'est OK. En seulement 12 jours, la facture monte donc à 16,5 milliards de dollars. Ce chiffre inclut non seulement les frappes, mais aussi les pertes matérielles, les dégâts sur les bases et le repositionnement des forces navales et aériennes, avant même le début des attaques. Et après environ 3 semaines, on approche déjà les 19 milliards, avec une estimation actuelle à 22 milliards après 25 jours de guerre seulement.
L'Iran cherche à épuiser les États-Unis, à forcer l'adversaire à consommer plus qu'il ne peut produire rapidement. Utiliser des drones, des missiles obsolètes, ce n'est pas de la faiblesse, parce que beaucoup disaient ça, oui, l'Iran utilise des vieux trucs. C'est une stratégie. Et c'est une stratégie d'usure logique. Chaque projectile lancé oblige les systèmes américains et israéliens à répondre avec des intercepteurs beaucoup plus coûteux. Et progressivement, les stocks s'épuisent. C'est ce qu'on appelle donc une guerre d'attrition inversée. La demande de 200 milliards ne peut pas être exécutée immédiatement, non. Elle doit suivre un processus précis. Le Pentagone a déjà transmis la demande à la Maison-Blanche le 18 mars. Et désormais, c'est à l'exécutif de présenter ça officiellement au Congrès. À partir de ce moment-là, tout va dépendre d'un vote. Sans vote, pas d'argent. Et sans argent, aucune capacité à soutenir le rythme actuel de la guerre sur le long terme, sur le moyen terme même. Qu'est-ce que je raconte? Même sur le court terme, ils ne vont pas y arriver. Le Congrès est profondément divisé et pas seulement entre démocrates et républicains, mais aussi à l'intérieur même du camp républicain, pourtant majoritaire. Du côté des démocrates, c'est un refus total. Ils ne veulent pas cette rallonge parce qu'ils considèrent ça comme un chèque en blanc pour une guerre qu'ils n'ont jamais officiellement autorisée. Ils rappellent que le Congrès n'a voté ni la déclaration de guerre, ni de véritables autorisations formelles via le War Powers Resolution. Pour eux donc, financer cette guerre revient à approuver cette guerre. Certains vont encore plus loin en parlant d'une guerre de choix lancée sans stratégie claire, sans objectif défini et surtout sans issue visible. Ils dénoncent donc une administration qui demande des centaines de milliards alors qu'elle n'est même pas capable d'expliquer comment est-ce que le conflit va se terminer. Et ce rejet, il est massif. Plusieurs figures importantes du Parti démocrate affirment que les chances de voir cette demande adoptée sont presque nulles. Refuser 200 milliards devient alors un moyen de forcer un débat sur la guerre en elle-même. Mais ce qui rend la situation encore plus critique, c'est que le blocage ne vient pas uniquement de l'opposition. Il vient aussi du camp de Trump. Chez les républicains, il y a une fracture profonde qui apparaît. D'un côté, les soutiens du président qui défendent la demande au nom de la sécurité nationale et de la nécessité de reconstituer les stocks militaires. Pour eux, cet argent est indispensable pour maintenir la supériorité américaine et donc continuer les opérations. Mais de l'autre côté, il y a les conservateurs républicains, les fiscal hawks, et eux voient un tout autre problème. Ils voient le déficit, ils voient la dette, ils voient une spirale qu'ils connaissent déjà. Parce que pour eux, ces 200 milliards ne sont pas une exception, c'est le début d'une série de demandes de ce genre. Une porte ouverte à des dépenses toujours plus importantes. Et ils refusent de suivre ça aveuglément. La majorité républicaine de la Chambre est mince, très mince, ce qui signifie qu'il suffit de quelques dizaines de voix dissidentes pour bloquer complètement la demande. Autrement dit, même si tous les démocrates votent contre et que seulement une partie des républicains refuse, la rallonge de budget ne sera pas validée. Ça ne va pas passer. Et à partir de là, on entre dans un scénario où la guerre continue, mais sans financement stable. Un scénario où l'exécutif est obligé de négocier, de contourner ou alors de forcer. Certains évoquent déjà l'utilisation de mécanismes comme la réconciliation budgétaire pour éviter un blocage du Sénat. D'autres parlent d'un compromis de paquet législatif plus large ou alors d'un ajustement du montant demandé. Mais à ce stade, rien n'est certain. Et pendant que Washington hésite, la guerre, elle, ne s'arrête pas. Les frappes continuent, les coûts continuent d'augmenter, les stocks continuent de s'épuiser. Et chaque jour qui passe renforce la pression sur le système politique américain. Une guerre ne peut pas fonctionner sans financement continu. On peut donc lancer une opération avec des ressources existantes. On peut tenir une semaine, mais à un moment donné, il faut recharger, produire et surtout remplacer ce qui a été utilisé. Et si le Congrès bloque, cela signifie que les États-Unis pourraient se retrouver engagés dans une guerre qu'ils ne peuvent plus financer correctement. Vous imaginez le scénario? En tout cas, derrière les milliards, derrière les stratégies, derrière les discours politiques, il y a des pertes. Et les pertes sont déjà massives. Au total, si on agrège les différentes zones du conflit, Iran, Israël, Liban, Irak, Golfe, on dépasse plusieurs milliers de morts, avec des estimations allant de 4 000 à plus de 8 000 victimes en quelques semaines seulement. Et ce chiffre continue de monter. Le bilan militaire est aussi révélateur, parce que côté iranien, les dégâts sont importants, mais loin d'être décisifs. Le programme nucléaire est fortement touché, notamment en Natanz, avec des frappes répétées de bombes pénétrantes
Beyrouth, ok, mais il n'est pas détruit. Les capacités essentielles, notamment le matériel et les infrastructures critiques, ont déjà été dispersées. Autrement dit, le programme survit. Et tant qu'il survit, l'objectif stratégique initial n'est pas atteint pour les Américains et les Israéliens. Côté américain et israélien maintenant, la supériorité militaire est évidente en termes de frappe de précision. Oui, mais les dégâts sont lourds. Plusieurs bases dans la région ont été endommagées. Des systèmes avancés comme certains radars et éléments de défense ont été anéantis, complètement réduits en poussière. Et surtout, un élément clé ressort, c'est la consommation massive de munitions. L'Iran est affaibli, mais toujours opérationnel. Les États-Unis dominent militairement, mais leurs coûts explosent et leur stock diminue. Israël subit des frappes malgré sa défense avancée. Et voilà que la région entière est entrée dans une spirale de violence. Donc maintenant, on n'attend plus que de voir si le Congrès américain va valider ce budget ou pas, parce que ce sera ça qui va déterminer si la guerre se poursuit ou si ça s'arrête beaucoup plus violemment. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.